Il y a France TV qui me suit dans mes petites aventures. Si vous souhaitez quitter le CDI, quitter le salariat et vous lancer en freelance, le premier step à avoir, c'est de vous entourer de freelance. Et en ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Moi, si j'étais resté à Paris, je pense que je serais un peu dans cette espèce d'isolement. Ça accentue le fait que Paris, c'est pas ouf. J'étais dans un état d'esprit qui était assez bas. Honnêtement, avec le recul, en septembre, j'étais pas, je vais dire, pas loin du burn-out. Eh bien, salut à toutes et à tous. Je suis de retour, enfin, ça fait longtemps que j'attendais ce moment. On va dire qu'on est sur une saison 2, même si j'ai pas forcément marqué la saison 1 et la saison 2. Mais j'ai fait une petite pause là en octobre, environ de 3 semaines, un mois, parce que j'avais le temps de me consacrer sur d'autres choses, notamment à Shape Room, pas mal de learnings à avoir sur tout ce que j'ai fait, tout ce que je poste, sur l'accompagnement, la formation. Donc je suis très content de revenir dans ce podcast qui, pour cette fois, maintenant, tous les épisodes seront filmés. Et donc, ils vont se retrouver sur YouTube. Voyage dans le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Donc là, je vais faire un petit recap en fait là des nouvelles choses qui vont arriver pour le podcast notamment, mais aussi pour le reste. Alors déjà pour le podcast, aujourd'hui, on se retrouve sur un épisode que j'appelle Life Lately, si je le prononce bien. Donc c'est un épisode lifestyle où je raconte un peu ma vie. Je parle de mes news en perso, de mes news en pro aussi. Et puis l'objectif aussi, c'est de vous donner un petit peu pas mal d'infos sur ce que je lis en ce moment, les livres qui m'inspirent, si ça peut aussi vous aider vous et vous inspirer. Ma réflexion du moment, parce qu'en fait à chaque fois l'objectif dans cet épisode, c'est aussi de vous partager des réflexions que je peux avoir sur ma vie de nomade, sur la société actuelle, sur la remise en question de notre vie en tant que CDI, sur qu'est-ce qu'apporte le voyage. Bref, pas mal de choses comme ça. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir un enseignement, une réflexion dans chaque épisode, qu'on parle de business, mindset, donc l'état d'esprit, ou même tout simplement des épisodes comme ça un peu basiques où je parle de ma vie. Donc c'est le premier épisode où je vais parler de ces sujets-là. Là où avant en fait je faisais donc souvent un épisode où je donnais des conseils sur comment se lancer en freelance, etc. Et donc je commençais toujours par ok, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, etc. J'ai voyagé, blablabla. Là cette fois-ci, il y aura donc un épisode où je parle de ce qui se passe dans ma vie, des coulisses, En ce moment, par exemple, je suis à Bali, mais je vais vous en parler. Et ensuite, il y aura donc un épisode où je vous parle de sujets business, comment se lancer en freelance, etc. Et il y aura toujours aussi le format. De base, c'était interview-discussion. Là, je vais le recentrer sur de la discussion-débat. Donc, en fait, il y aura moins d'invités, mais plus des chroniqueurs. C'est-à-dire que je vais choisir 3 à 4 personnes pour discuter de 3 sujets différents, que sont donc mindset, état d'esprit. Donc ça, ce sera avec Fanny. Je sais que j'ai eu pas mal de retours sur le podcast avec Fanny. C'est l'un des premiers, si jamais vous ne l'avez pas écouté. J'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus, donc elle sera là pour parler de ces sujets-là, parce que c'est son cœur de métier, puis elle parle super bien de ces sujets-là. Elle a les justes mots, les mots justes plutôt. Il y aura ces sujets-là, il y aura évidemment des sujets voyage, donc ça, hyper important, puisque ça fait partie intégrante de ma vie. Les voyages, ça ce sera avec un pote avec qui je suis aujourd'hui à Bali, qui s'appelle Jean, qui est juste à côté. Je te salue mec. Et troisième chose, ce sera sujet business. Donc business, quand je dis ça, c'est comment se lancer en freelance, comment affronter ses peurs, comment créer une offre qui donne envie à vos clients, comment trouver ses clients, comment les signer, bref. Voilà, toutes les premières steps pour se lancer en freelance, mais y compris aussi la suite, comment bâtir une activité qui est stable et rentable. Donc voilà, ça c'est les news pour le podcast. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire, un avis. Ça me ferait vraiment plaisir, ça m'aide beaucoup, ça aide pour le référencement. Et puis si vous souhaitez aussi retrouver d'autres types de contenus, vous pouvez aller me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. Je poste pas mal de choses, des sujets un peu lifestyle, mais aussi des petits conseils qui sont cutés de mes podcasts, qui seront donc filmés. Et donc pour résumer tout ça, il y a donc 2 formats. Il y a un format vidéo qui va se retrouver sur YouTube pour ce podcast et un format audio qui sera donc un format un peu plus chill. Donc vous faites comme vous le voulez. Si vous préférez l'audio, restez sur de l'audio. Et si vous voulez voir ma petite tête, rendez-vous sur YouTube. Donc je vous fais un petit peu le topo là de ce type d'épisode. News perso. Donc news perso, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines, les voyages, etc., les rencontres et tout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue professionnel, donc au niveau de Shape Room, mais aussi au niveau de l'agence. Je vais vous parler de pas mal d'enseignements que j'ai pu en tirer. Update aussi au niveau de ce que j'ai appelé Road to Humain Augmenté. En fait, c'est, je mets en place pas mal de nouvelles pratiques liées au bien-être, exercice de respiration, méditation, mais aussi d'autres choses. En ce moment, je suis en train de tester des compléments alimentaires et c'est la première fois que j'en prends. Donc dans chaque épisode, ce type d'épisode, ce sera environ une fois par mois. Donc je vous updaterai sur quel est l'impact que ça a sur ma vie au quotidien, sur mon cerveau aussi, sur ma productivité, etc. L'impact de ce road to humain augmenté. Il y a aussi du sport mélangé à tout ça,
une bonne nutrition, etc. Sans être dans le trop strict, ce que je cherche, c'est trouver une routine en fait qui me convient et qui me permet d'être un humain augmenté, comme je l'appelle. Ensuite, update sur les livres que je lis. Donc en ce moment, j'en lis un et je vous en parlerai. Et souvent, voilà, j'essaye d'aller cibler des passages qui m'inspirent pas mal. Donc je vous en parlerai et j'essaye d'en tirer tout ce que je peux pour que ça puisse vous servir vous aussi. Et si ça vous donne envie de le lire, écoutez, tant mieux. Et puis à la fin, on terminera par la réflexion du moment. Puisque l'idée, c'est qu'à travers toute cette vie de nomade, cette vie de freelance, entrepreneur, que ça puisse aussi vous inspirer et que je puisse en tirer pas mal d'enseignements dans l'idée de vous aider le plus possible. Déjà, pourquoi ce format, Life Lately, ce format lifestyle? Je trouve que c'est intéressant d'avoir les coulisses, savoir comment je vis, etc. Le but, c'est aussi de déconstruire l'image du digital nomadisme, du nomade, enlever cet effet de mode un petit peu, cet effet aussi de vacances un peu prolongées, puisque même mes potes, des fois, me demandent, mais tu travailles vraiment? Tu travailles à partir de quelle heure, etc. En fait, il y en a qui ne se doutent pas dans une vie de nomade, et freelance nomade ou entrepreneur nomade, en fait, on peut avoir des journées normales, des journées avec des horaires de bureau. Parce que moi, finalement, je suis nomade, mais j'ai mes repères, j'ai mes routines, je suis un peu un petit papy. Voilà, généralement, j'aime bien travailler entre 9h30 jusqu'à midi et demi, puis après, je fais du sport le midi, et l'après-midi, je bosse jusqu'à environ 18h, quoi. Donc c'est horaire classique. Et l'idée aussi, c'est de développer donc les réflexions sur le nomadisme, comme je vous l'ai dit, sur la société professionnelle, car c'est un mouvement en fait. Je vous le fais un peu en intro, mais le but, c'est d'enlever, comme je l'ai dit, cet effet de mode, parce que le digital nomadisme et le freelancing nomade, on peut aussi enlever l'aspect nomade finalement, mais je trouve que c'est surtout le digital nomadisme, c'est plus un mouvement en fait, c'est une remise en question du système actuel, c'est l'évolution logique du système professionnel actuel. Donc c'est important pour moi de développer toutes ces réflexions pour vous les partager et pour vous rendre compte que c'est pas juste un truc, des vidéos sur TikTok où les gars ils sont au bord de la mer et puis ils travaillent 4 heures par jour. Ça existe, il y en a qui c'est leur kiff et c'est comme ça, mais ce n'est pas que ce style de vie. Il y a aussi des mamans, des familles qui voyagent, et des entrepreneurs qui génèrent des centaines de milliers, voire des millions qui sont ici dans ce style de vie. Donc voilà, on passe aux news perso. Aujourd'hui, grand changement, depuis maintenant une semaine, je passe sur un format nomadisme de 3 mois minimum dans chaque endroit. En fait, avant, ce que je faisais, c'est souvent entre 2 semaines jusqu'à 1 mois et demi dans chaque endroit, dans chaque ville que je faisais. Donc là où je suis resté le plus longtemps, c'était Cape Town, en Afrique du Sud, j'ai fait 1 mois et demi. Et sinon, c'est 2-3 semaines, 1 mois dans chaque endroit. Donc le rythme était assez soutenu quand même. Donc c'était cool parce que tu vois plein d'endroits différents, plein de cultures différentes. C'est assez sympa. Mais mine de rien, sur le long terme, c'est un peu fatigant. Voilà, ce qui me fatigue le plus, c'est de devoir retrouver mes repères, trouver mes habitudes. Je vous l'ai dit là tout à l'heure en intro. Moi, ce qui me tient en fait dans le sérieux, c'est mes routines, mes habitudes. Donc ça, c'était la partie un peu plus complexe. Donc c'est pour ça que je me suis dit, quand je me suis lancé en tant que nomade là, je me suis dit ok, je fais 1 an où je fais environ 1 mois dans chaque pays, dans chaque endroit, parce que par moment je faisais aussi en France. Donc je me suis laissé 1 an et puis on arrive au terme des 1 an. Et donc aujourd'hui, je vais rester 3 mois minimum dans chaque endroit. Alors pourquoi ? Notamment aussi pour avoir ces repères, pour garder mes habitudes et puis essayer de rester ancré dans un pays, dans un endroit plus longtemps, pour connaître les gens qui vivent sur place un peu plus intensément, un peu plus longtemps, pour créer des vraies relations, parce que finalement, en 1 mois, en fait, on rencontre des personnes et puis on n'a pas le temps d'avoir des vraies relations amicales, ce qui est dommage, je trouve, dans certains cas. Donc ça, c'était une des choses aussi que je trouvais dommage. On commence à se sentir bien dans un endroit et puis finalement, on doit partir parce qu'on l'a décidé. Donc ça faisait partie de mes objectifs. Donc qu'est-ce que ça implique, parce qu'en fait quand on passe d'un mode de nomadisme à 1 mois versus 3 mois, finalement il faut prendre en compte les visas. Là par exemple en ce moment je suis à Bali et donc pour rester plus de 1 mois il faut un visa, donc il y a des différents visas donc ça à prendre en compte également. Il y a aussi tout l'aspect bagage parce qu'en fait avant quand je voyageais tous les mois, finalement je me laissais la possibilité de passer à Paris pour changer mes vêtements et pas mal d'accessoires. Donc le bagage là, alors disons que je passe sur du 13-15 kilos quand je voyageais à du 20 kilos. Puisque en fait on est un peu dans le ok, je dois prendre ça au cas où. Alors c'est le genre de truc qui est un peu débile à faire quand on va en vacances, parce que généralement on utilise 50 voire 70% de la valise. Mais quand tu pars minimum 3 mois, parce que je me laisse aussi la possibilité de rester 6 mois dans chaque endroit, le au cas où il peut être utile. Donc voilà, qu'est-ce que ça implique aussi? Comme je vous le disais, rester plus longtemps dans un endroit. J'espère en tout cas rencontrer des gens et puis créer des connexions sociales un peu plus durables, avoir de vraies expériences aussi dans chaque endroit. Voilà, toutes ces choses-là. Ça me permet aussi de réduire finalement mon empreinte carbone, parce que quand tu bouges pas mal, tu prends l'avion, tu prends le bus ou je ne sais quel autre véhicule. Donc ça fait partie de mes réflexions. Le coût de la vie également, puisque en fait en bougeant moins, là par exemple je vais rester 3 mois minimum en Indonésie, ça me coûte moins cher quand même. Ça me coûte moins cher que de bouger tous les
mois. Et ça me permet aussi de pouvoir visiter un peu plus intensément le pays, de prendre le temps aussi. Parce que moi je me rappelle par exemple en avril dernier, donc en avril 2024, j'étais au Sri Lanka. Je suis resté un mois là-bas. Et le truc c'est que j'étais partagé entre eux, je vais absolument visiter, parce que le Sri Lanka, je vais peut-être pas y retourner tout de suite. Et en même temps, je bossais quand même pas mal. Et donc, d'un côté, j'étais un peu fatigué le soir, voire même le week-end, parce qu'en plus, là-bas, il faisait super chaud, très humide, donc ça t'assomme un peu. Et j'avais cette culpabilité de me dire, putain, mais mec, tu peux pas être fatigué, tu peux pas juste chiller au bord de la mer, tu vois, tu restes un mois, va visiter le pays, tu vois. Et d'un côté, j'étais fatigué, tout ce que j'avais envie, c'était être au bord de la mer, surfer un petit peu et voir les potes que je m'étais fait, avoir une vie un peu normale en fait en quelque sorte. Et donc du coup je voulais pas revivre ce genre de moment parce que tu restes un peu sur ta faim en fait quand tu pars, t'es en mode bon bah j'ai kiffé, c'était sympa, mais je reste sur ma faim parce que j'ai pas tout vu, donc j'ai envie d'y retourner. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'allonger mon temps de voyage et mon temps sur place pour justement avoir le temps de visiter et de pas avoir ces remords à la fin. Donc, comme je vous le disais, en ce moment, je suis à Bali et ma dernière destination sur le format 1 mois, du coup, c'était Fuerteventura. Alors, je vais vous en parler rapidement parce que franchement, Fuerteventura, moi, c'est une île que j'adore. Et les îles Canaries, de toute façon, c'est un endroit que je kiffe. C'est la deuxième fois que j'y vais. Et d'ailleurs, c'était ma toute première destination en tant que nomade. Ça, j'ai adoré. Ça a été un vrai déclic. Alors, Fuerteventura, je vous fais une petite liste des avantages et des inconvénients pour vous donner envie et pour vous donner aussi mon avis personnel et mon avis objectif sur Fuerteventura, précisément. Parce qu'il y a d'autres îles, il y a Lanzarote. Il y a Tenerife qui est assez connu en France, il y a Grande Canaria que j'ai fait également. Mais moi, mon île préférée, ça reste Fuerteventura. Pour les avantages que je vais vous citer, déjà, je trouve que c'est une île qui est franchement très calme et qui apporte beaucoup de sérénité. Pour la simple et bonne raison que Fuerte, c'est une île un peu désertique. C'est une île où il y a beaucoup d'espace, il y a des dunes, c'est un mélange entre volcanique et désertique. Et donc, il y a une sorte de calme et de sérénité un peu naturelle qui vient s'installer sur l'île et qui est communicatif. Peut-être parce qu'il y a de l'espace, il n'y a pas trop de gens en vérité, on ne sent pas la densité. Il y a pas mal de places de parking, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Alors après, vous inquiétez pas, il y a quand même du monde dans les bars et les restaurants les soirs, mais ça reste quand même assez chill, assez calme. Et moi, c'est ce que j'aime. Alors moi, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie de connaître autre chose et de connaître des endroits un peu plus calmes, proches de la nature aussi. Donc ça, c'est un truc où vraiment, ce qui me fait du bien. Moi, j'adore ça. Ensuite, il y a les paysages. Donc, je vous ai dit, c'est assez désertique et volcanique. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est assez clivant. Il y a des gens qui adorent Fuerte et d'autres qui n'aiment pas trop parce que il y a pas de forêt en fait. C'est pas très vert, très très peu de verdure. Donc, il faut aimer. C'est vraiment de la roche, du sable. Enfin voilà quoi. Mais moi, je trouve ça fou parce qu'on se croirait un peu sur Mars. Tu loues une voiture ou un van. Moi, j'ai fait 4 jours en van. C'est assez fou quoi. Tu as vraiment l'impression d'arriver sur Mars. C'est ça que moi j'ai adoré. Le coût de la vie aussi d'ailleurs, hyper intéressant. On est en Espagne, donc franchement c'est cool. Alors moi je vous dis, j'ai une référence, enfin j'ai même plusieurs références selon les pays, mais en fait moi je mange beaucoup de mozzarella. Et la mozzarella là-bas, elle coûte vraiment pas cher quand je comparais au prix de Paris et de la France. Je crois que là-bas c'était entre 80 centimes et 1 euro, 1,20 € la mozzarella. Tandis qu'en France, je crois qu'on est, si je dis pas de conneries, on est autour des 2 euros. Donc moi c'est un peu ma référence. Voilà. Tout ça pour vous dire que le coût de la vie est assez cool. On a aussi, moi je prenais un cappuccino tous les matins. Je crois qu'on était à 1 euro, 1,30 € dans ces eaux-là. Ce qui est vraiment pas cher quoi. Alors c'est pas ces prix là partout, mais on peut trouver ces ordres de prix. Donc franchement, coût de la vie hyper intéressant. Ensuite, si vous aimez le surf et la plage, alors là, les gars, franchement, vous allez être servis. Il y a plein de plages, des plages de ouf, en plus avec des montagnes derrière. Ça fait bout du monde, alors qu'on reste en Europe quand même. On n'est pas si loin, on est à quoi? Je crois c'est 4 heures d'avion depuis Paris. Donc ça, c'est assez ouf. Et puis pour les surfeurs, franchement, il y a plein de spots. C'est vraiment trop bien quoi. Et après, pour la vie sur place. Parce que donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai une vie en fait plutôt normale tout en voyageant. Donc moi, j'ai besoin d'avoir mes repères et mes routines. Donc salle de sport, café, coworking, restaurant, bar, boîte aussi, supermarché, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'étais dans le nord. C'était à Coralejo, si je prononce bien. Et franchement, il y a tout ce qu'il faut. Supermarché, à 5 minutes à pied, bar, restaurant, café le matin. Franchement, ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est vraiment super à ce niveau-là. Et puis la température, alors moi, j'y vais surtout là, c'était en octobre. Et l'année dernière, j'y suis allé en décembre. Je trouve que la température est parfaite. En journée, on est à 20-25 et le soir, on est entre 15 et 20. Moi, je trouve que c'est parfait. Il fait chaud la journée et le soir, il fait légèrement frais. On peut mettre un petit pull. Je trouve que c'est vraiment nickel. Et donc, il y a beaucoup d'avantages sur cette île, je trouve, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, je voulais vous en parler. Je trouve que Fuerte, le problème, et ça, je trouve que c'est un problème assez récurrent sur les côtes espagnoles, mais les villes ne sont pas très charmantes. Donc ça, voilà, c'est un truc que je sais qui peut déranger certains, puisque nous, on aime bien avoir des villes un peu mignonnes, avec un centre historique, etc. Donc, Fuerte, Coralejo,
Janeiro, c'est la meilleure ville, je trouve. Bord de mer, très sympa, il y a un port très mignon, un centre-ville sympa. Mais voilà, les autres villes sont pas très charmantes. Donc ça, je trouve que c'est un petit point négatif. Autre chose aussi, si vous aimez le côté dynamique de certaines villes, voilà, si vous êtes habitué, je sais pas moi, à Paris par exemple, ou même Marseille, ou d'autres villes si vous vivez ailleurs, Lisbonne, Dubaï, hein, s'il y en a certains qui vivent à Dubaï. Bah, c'est vrai que Fuerte, c'est pas le même style de vie, quoi. C'est plutôt assez chill, donc c'est beaucoup moins dynamique. Donc il va pas forcément pour le réseau. Je sais qu'il y a des potes à moi, freelance et entrepreneurs, qui aiment bien ce dynamisme-là pour rencontrer des gens. Bah, on trouve pas forcément ce qu'on veut là-bas, hein. C'est quand même plus chill, c'est ambiance surf, voilà, ambiance skate aussi par ailleurs. Donc ça peut être un point négatif pour certains. Et puis, bah, dernier point négatif, je trouve, c'est qu'il y a pas grand-chose à faire en fait. Une fois que tu passes, je dirais 2 semaines, bah t'as un peu fait le tour, quoi. Si en tout cas t'es en mode visite, voilà, à part faire des plages, t'as des randos sur des sortes de volcans, voilà, t'as des endroits très cool. À Coralero, t'as 2-3 trucs à faire, mais c'est pas, enfin, encore une fois, si vous êtes habitué à Paris, bon bah, l'offre culturelle à Paris est quand même est tellement folle en fait que si un jour vous atterrissez à Fuerteventura et que vous souhaitez y passer l'hiver, faut prendre en compte que c'est plutôt chill, quoi, comme mode de vie, il y a pas grand chose à faire. Voilà, sinon moi là-bas, comment j'ai vécu? J'étais en co-living, moi. Donc ça, je vous en parle très souvent. Le co-living, pour rappel, c'est une sorte de mélange entre une coloc, si vous voulez, et une guest house. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien dire en fait, coloc éphémère. Alors moi j'ai fait un co-living, mais pour tout vous dire, petite anecdote, c'est que j'ai organisé un co-living avec Patch. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode. Patch, donc c'est P2ATCH. Ils organisent des co-living. Un peu comme si vous organisez un week-end ou une semaine, voire un mois avec des potes. En fait, Patch, ils louent une maison, ils prennent une maison pour une semaine, voire un mois. Et puis ensuite, ils vont ramener des gens dans cette maison. Donc généralement, c'est des freelances, mais également des CDI qui voyagent en même temps, des entrepreneurs qui vont vivre donc, dans ce qu'on appelle un co-living pendant une semaine jusqu'à un mois. Et donc, j'ai fait ça avec Patch, sauf que, figurez-vous, c'est la veille d'arriver. En fait, j'ai fait un jour à Gran Canaria avant d'arriver à Fuerteventura, donc on était le vendredi, je dois arriver le samedi. Et puis le vendredi, figurez-vous que le co-living s'annule. Pour la simple et bonne raison qu'on était 3 déjà, hein, c'était pas énorme. Et en fait, la troisième personne pensait que le co-living était annulé, parce qu'il y avait des changements de date, enfin bref, je vous passe les détails, mais un changement d'organisation. Ce qui fait que le gars pensait que c'était annulé, donc il a pas pris ses billets, il avait pas prévu de venir. Et quand j'ai créé le groupe WhatsApp pour lui dire, salut les gars, on se retrouve demain, blablabla, pour faire un petit check-in en ligne, quoi. Du coup, le gars, il me dit, désolé, mais je pensais que c'était annulé, donc j'ai pas prévu de venir. Donc j'ai contacté Patch, je leur ai dit, les gars, le mec ne va pas venir, c'est de toute évidence, parce qu'en plus il est en CDI, donc il faut qu'il demande à son employeur. Ça, vous le savez très bien, c'est un truc moi que je déteste, hein, demander à son employeur de partir en vacances. Bref, donc j'avais de la peine un peu pour lui, mais donc il a pas pu venir, et donc solution de secours, j'ai dit bon, écoutez, vous êtes bien gentil, moi j'ai pas envie de payer, c'est quoi, j'étais 900 € le co-living, alors que je suis avec mon ami, parce qu'on était, donc il y avait un mec, une pote qui s'appelle Elise et moi, et donc Elise c'est une amie que je ramène dans ce co-living là, et je leur ai dit écoutez, voilà, je préfère payer moins cher parce que c'était quand même 900 € pour les 3 semaines, pas donné. Et j'avais trouvé un appartement dans Coralero qui était bien placé pour 2 personnes, qui me revenait à, je crois, 500-600 € quoi. Donc c'était ok. Et donc j'aurais dit bon, on annule le co-living, je trouve un appartement et basta. Et donc du coup on s'est retrouvés, Elise et moi, dans un appartement pendant donc environ, on l'a partagé pendant 2 semaines. Moi je suis resté en tout 3 semaines et c'était vraiment cool. Alors ça ce sera la petite réflexion du jour. Le thème c'est l'environnement. Donc l'environnement d'un point de vue environnemental, hein, donc géographique, et aussi l'environnement d'un point de vue social. On a passé des moments de fou. Elise est aussi entrepreneuse et donc du coup d'un point de vue business, en fait moi j'avais pas mal de choses à discuter avec elle, donc c'était vraiment hyper intéressant. On a fait 3 jours en van aussi, c'était incroyable. Le van, les gars, à Fuerte, si vous y allez, mais si vous y allez une semaine par exemple et que vous êtes un peu aventurier entre guillemets, parce que le van ça va quoi, c'est pas non plus la grande aventure, mais si vous aimez le confort, le van ça peut être un peu de l'aventure, mais franchement je vous conseille de faire du van quoi. C'est incroyable, il y a tellement de spots à faire en van, c'est très simple, en plus il y a pas grand monde, il y a de la place. Il y a des spots devant des falaises, vues sur la mer avec le coucher de soleil, voire même le lever de soleil aussi si vous êtes lève-tôt. Franchement, c'est, je pense, la meilleure île pour faire ça, quoi. Autre chose que je voulais aussi vous raconter, il y a France TV qui me suit dans mes petites aventures. Ils font une sorte de documentaire en fait sur les nomades, et donc ils font 3 épisodes en tout. Ils ont 3-4 personnages, donc je fais partie des personnages. Ça me fait marrer de me dire je suis un personnage. Ils étaient venus me voir au Portugal au mois de juin, et donc là ils m'ont retrouvé à Fuerteventura. Et donc c'était assez marrant puisqu'en plus ils sont une petite équipe de 3, c'est 3 mecs hyper marrants.
Et donc ils me suivaient au quotidien, c'était assez déstabilisant par moment parce qu'ils te suivent partout quoi, même dehors, tu vas prendre ton café, ils sont là, ils te filment, ils ont la perche. En fait c'est ça qui met la pression, c'est la petite perche pour le son. Alors petite parenthèse, si vous entendez du bruit derrière moi, j'en suis désolé, c'est un peu les aléas du direct en tant que nomade. J'ai pas un studio vraiment voilà, bien insonorisé. Voilà, je suis en coloc avec un pote, plus il y a du bruit un peu dehors. Donc si jamais il y en a, bon écoutez, ça fera un petit bruit de fond. J'espère qu'il sera pas trop dérangeant, mais ça fait partie des aléas du direct. Donc voilà, donc France TV, vous allez me retrouver donc sur France TV / sur internet donc en juin 2025. Et si le truc marche bien, potentiellement il peut passer sur France TV, donc peut-être je sais pas, France 2, France 3, j'en sais rien. Donc ça c'est assez drôle. Voilà, et donc maintenant écoutez, je suis à Bali, Bali pour une semaine. Pour une semaine, puisque après je vais m'installer donc à Lombok pendant 3 mois. Donc ça c'est ma destination, ma première destination que je vais faire au moins pendant 3 mois. Je dis au moins parce que en fait aujourd'hui je me laisse la possibilité de pouvoir rester. Si j'aime mon style de vie ici, si je rencontre des gens avec qui je me plais, bah, je peux rester plus longtemps. Maintenant, en fait, mon objectif, c'est de faire de octobre, début octobre, disons, jusqu'à aux alentours de début mai, fin mai, de le faire en Asie, en Amérique du Sud, même en Afrique du Sud que j'ai adoré, etc. Donc à l'autre bout du monde si vous voulez. Et ensuite, de faire donc environ du mois de mai jusqu'à début octobre en Europe. Donc quand je dis Europe, évidemment je repasserai un peu par Paris parce que j'ai tous mes amis, ma famille et pas mal de potes à voir. Et puis sinon ce sera le Portugal que j'aime beaucoup et pourquoi pas aussi l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est, Prague, Ljubljana. D'ailleurs Ljubljana, il faut que je fasse un épisode dessus les gars, c'est sous-coté. Franchement Ljubljana, j'ai adoré, la Slovénie, c'est magnifique. Je vous en parlerai une prochaine fois, mais voilà, je pense que je vais y retourner. J'ai fait des vacances en août là-bas en fait, et c'était incroyable. Maintenant c'est Bali pendant une semaine avec un pote, et puis je vais m'installer à Lombok pendant 3 mois. Alors pourquoi j'ai choisi Lombok et pas Bali rapidement ? Bah, pour la simple et bonne raison que Lombok ça reste quand même plus chill, c'est-à-dire que Bali aujourd'hui, en tout cas là où il faut s'installer, c'est Canggu, hein. Canggu et Pererenan, etc. C'est les endroits un petit peu autour. Bah, il y a quand même beaucoup de monde, ça construit énormément, il y a beaucoup de trafic. Et c'est une vibe que j'ai pas forcément trop envie de retrouver, puisque Canggu, c'est assez, il y a une vibe assez un peu fancy, je dirais pas superficielle, mais voilà, c'est pas trop la vibe que je recherche. Là où Lombok, c'est un peu plus vibe indonésienne, surf, même s'il y a aussi des freelances, des entrepreneurs. Voilà, c'est plus ça que je recherche. Le coût de la vie coûte un petit peu moins cher à Lombok aussi. Voilà, je cherche un endroit un peu plus, je dirais, authentique, proche de la nature aussi, même si bon, on reste quand même proche de la nature à Bali. Mais Lombok, ça reste quand même plus authentique à ce niveau-là et plus proche aussi de la culture indonésienne. Parce que là, en fait, Lombok, ils sont beaucoup plus musulmans et pratiquants, là où Bali, c'est un peu plus chill, quoi. C'est peut-être aussi pour ça que c'est plus attirant. On passe aux news pro. Rapidement, Shape Room, quelles sont les news ? Le bootcamp donc, a démarré le 30 septembre, comme prévu, donc il est en cours. Donc là, les sujets qu'on aborde en ce moment, c'est évidemment l'état d'esprit à avoir pour se lancer en freelance, parce qu'en fait, freelance, c'est, disons, le premier step de l'entrepreneuriat, mais ça reste de l'entrepreneuriat. Donc c'est un changement de paradigme, hein. Y en a qui sont déjà en freelance, mais qui sont freelance débutants, et d'autres qui sont salariés. Donc c'est important de pouvoir travailler son état d'esprit. On a évidemment tous les sujets business, et c'est des sujets qu'on aborde dans le podcast, et puis que je mets aussi un petit peu sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, la création d'une offre, trouver ses clients, comment se lancer en freelance dans les premiers steps, comment être sûr de signer ses clients, comment faire la différence sur son marché. On aborde tous ces sujets-là. Et évidemment, une grosse partie sur l'expertise métier. Parce que moi, donc, je les forme à devenir freelance media buyer. Media buyer, c'est en gros gestionnaire de publicité en ligne. Donc en gros, il y a une entreprise, par exemple, donc moi, la caméra qui filme, c'est Sony. Sony, ils veulent vendre plus de caméras, et ben, ils peuvent faire de la publicité. Et donc, ils vont faire appel à un expert pour lancer leur publicité en ligne. Donc, c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Quoi d'autre ? Alors oui, donc sur Shape Room, j'ai remis pas mal de choses en question parce qu'il y a eu une phase, disons, assez rapide de juin jusqu'au fin du mois de septembre où j'étais dans le faut faire, faut y aller, faut avancer parce qu'il faut que je lance mon truc. Donc c'était cool parce que j'ai lancé plein de nouvelles choses comme ce podcast par exemple. J'ai commencé à poster sur Instagram et d'autres réseaux. Et en fait le truc c'est qu'en arrivant en septembre, j'ai été submergé de tâches, de travail. Je devais enregistrer des vidéos de formation, je devais poster sur les réseaux, j'avais ma newsletter, je devais aussi aller faire des calls avec mes futurs clients, je devais aussi gérer mon agence, parce qu'à côté j'ai mon agence. Bref, c'était en fait je pense honnêtement avec le recul qu'en septembre, j'étais pas, je vais dire pas loin du burn-out, difficile à dire, mais en tout cas c'est sûr que j'étais dans un état d'esprit qui était assez bas, je subissais un peu la chose, donc là en octobre j'ai pris un peu de recul, je me suis remis à 4 jours par semaine, ou 4 jours et demi, je suis allé à Fuerteventura, donc ça m'a amené de la sérénité et du calme, et ça m'a permis, de prendre le temps et de revenir sur les bases pour analyser ce que j'ai fait et adapter. Donc
là, il y a une nouvelle stratégie de contenu qui va arriver. Je fais un peu plus de vidéos lifestyle sur Instagram, par exemple, et TikTok. Donc, je filme, voilà, je fais un jour dans ma vie de freelance nomade. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir tout ça. J'ai aussi décidé de mettre mon podcast sur YouTube, puisque ça me semble intéressant. Moi, je suis gros consommateur de YouTube, hein, donc ça peut être cool de retrouver ce format si vous le souhaitez sur YouTube. Il y aura aussi d'autres vidéos YouTube qui seront un peu plus courtes et qui seront beaucoup plus liées sur des sujets, voilà, comment se lancer en freelance, comment trouver des clients et j'en passe, comment affronter ses peurs aussi, qui est hyper important. Donc vous verrez tout ça dans les semaines et les mois qui viennent. Je voulais aussi vous parler de ma vision à long terme concernant Shape Room, parce qu'en fait, ce petit temps de recul, donc ces quelques semaines que j'ai pris en octobre, ça m'a permis de prendre donc du recul et de me projeter en fait sur quelques années. Et ça, c'est ce que je fais aussi avec mes freelances, parce que créer sa vision en fait sur 3 ans dans ces eaux-là, ça aide énormément pour créer du désir, parce que c'est ça en fait le socle hyper important qui va vous créer en fait, qui va créer du mouvement derrière, qui va vous mettre en action, c'est d'avoir cette vision qui va créer ce désir. Donc c'est ce que j'ai refait en fait. D'ailleurs, je vous précise, hein, tout ce qu'on voit dans Shape Room dans la formation, moi c'est ce que j'applique au quotidien ou c'est ce que j'ai appliqué avant ou c'est ce que j'ai expérimenté. Donc là par exemple, tous les exercices qu'on a et tous les sujets qu'on aborde dans la formation, en fait je les ai refaits en octobre. Donc ma vision à long terme, comment l'expliquer simplement, parce que c'est pas simple, mais pour faire simple. Donc Shape Room, c'est une formation accompagnement, parce que c'est pas juste vidéo de formation, évidemment il y a des vidéos en ligne, c'est 80% de l'accompagnement, mais il y a aussi du coaching en groupe et du coaching en direct avec moi. Ensuite, derrière, il y aura donc là très bientôt la création d'un collectif, parce que l'objectif derrière, c'est de créer une communauté autour des mêmes valeurs, donc autour de la liberté, du voyage et aussi de la performance au travail, puisque donc du coup, de Shape Room, donc les freelances vont être, donc les futurs freelances, les freelances en devenir vont être formés par moi et dans le futur par d'autres coachs, en tout cas je l'espère. Et ensuite, donc je vous l'ai dit avant, j'avais, donc jusqu'ici, disons que j'avais Shape Room et mon agence côte à côte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc Shape Room qui sera un peu le chapiteau, une grosse entreprise, on va dire, et puis mon agence qui sera en dessous. C'est-à-dire que les freelances qui vont être formés dans Shape Room, l'agence, on fait de l'acquisition client, on fait de la prospection, etc. Donc on a toujours de plus en plus de clients. Aujourd'hui, il y a une CEO qui s'appelle Ambre, et puis on a un freelance qui est d'ailleurs sorti de Shape Room. Et donc, tous les prochains clients qu'on va avoir, quand on sera full, on va les donner à nos freelances. Donc en fait, les freelances vont venir bosser avec nous, en freelance évidemment, avec notre agence. Pourquoi ? Parce que l'objectif, il est double. C'est-à-dire que d'un côté, c'est hyper intéressant pour les freelances, c'est-à-dire que ça assure quand même une certaine sécurité de se dire, j'intègre une formation, un accompagnement, et je peux potentiellement recevoir un client de celui qui me forme. Donc ça, c'est cool. Alors, c'est pas sûr à 100%, mais c'est la possibilité. En plus de vous apprendre à trouver des clients. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et puis nous, de notre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous êtes déjà formés. Vous êtes déjà sur des niveaux 1 et 2. Et donc ensuite, on n'a pas à rechercher, à faire du recrutement et, voilà, et tester des personnes. On vous connaît déjà. Et quand vous allez arriver dans notre agence, qui va être donc renommée d'ailleurs, on a juste à peaufiner un petit peu votre apprentissage. Vous serez cadré par Ambre, qui est la CEO de l'agence et qui, elle aussi, fait de la formation et du coaching. Donc en fait, vous aurez une sorte de deuxième formation, si vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et donc côté agence, le nouveau positionnement, qui va s'opérer de la sorte. Donc aujourd'hui, mon agence s'appelle Good Squad et à terme, elle va s'appeler Shape Ads. Voilà, Shape Room, Shape Ads. Tout prend son sens. Autre sujet. Je vous ai parlé en intro de mon road to humain augmenté. C'est ma manière de dire que je suis en train de prendre des compléments alimentaires et que je teste la méditation. Alors ça, je fais depuis un petit moment quand même. Méditation, exercice de respiration et plein d'autres choses. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc le concept très rapidement, c'est mettre des routines en place pour m'améliorer en tant qu'être humain, donc d'un point de vue physiologique et d'un point de vue psychologique. Donc typiquement, ce que je vais mettre en place comme routine, c'est le matin, déjà exercice de respiration pendant 10 minutes et méditation pendant 10 minutes. Ça améliore mon focus, ça améliore mon attention, ça améliore mon stress, donc ça réduit mon stress, ça réduit mon anxiété. Bref, il y a énormément de bonnes choses à en tirer de ces deux choses-là. Voilà, ça oxygène mon corps, etc. Donc c'est super. Ensuite, moi, ce que j'ai trop envie de faire là à Lombok, c'est de tryhard à fond le surf, donc sport le matin, si les vagues le permettent, mais en tout cas, c'est l'objectif. Comme ça, donc déjà du sport un peu le matin. Aussi, donc prendre des compléments alimentaires pour améliorer la concentration, améliorer aussi donc ma réduction de stress et plein d'autres choses. Je prends aussi des compléments alimentaires pour la qualité du sommeil. Et au-delà des compléments, il y a des accessoires que j'ai donc pour dormir. Alors, je ne les mets pas tout le temps, mais je fais des tests en fait là en ce moment. J'ai par exemple un truc sur le nez qui s'appelle, alors c'est nasal strip en anglais je crois. Je vous avoue que quand j'ai cherché ce truc là, parce que j'ai vu des pubs et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air trop bien. Il y a un coach très connu qui l'utilise d'ailleurs, que je vois sur Instagram, qui s'appelle Hormozy, qui a un petit truc sur le nez, un strip en fait que tu mets, qui améliore
ta respiration nasale. Quand vous mettez le strip sur le nez, là, le petit truc, là, le petit bandage, ça tire un petit peu vos cloisons nasales pour entre guillemets, les écarter et pour qu'il y ait plus d'oxygène qui passe par le nez. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, apparemment, ça améliore la qualité du sommeil, parce que ça oxygène votre corps, ça améliore la récupération, ça améliore beaucoup de choses. Et donc, je l'ai testé là. Déjà, je peux vous dire direct, hein, je trouve que la qualité de sommeil n'est pas la même. Là, je me suis réveillé aujourd'hui, je l'ai pas mis là, cette nuit-là. J'ai senti à mon réveil que c'était un petit peu différent. Je trouve qu'il n'y a pas non plus une grosse différence. C'est pas non plus de 0 à 100, mais je sens la différence. Quand je me réveille avec le nasal strip, je me réveille assez facilement, même si j'ai dormi la nuit dernière, par exemple, j'avais dormi, je crois, 6h30, un truc comme ça. Je me suis réveillé sans trop de difficultés, je sentais que j'avais bien dormi. Là où cette nuit, j'ai dormi, si je dis pas de conneries, 7h30. Et j'ai eu plus de mal à me réveiller alors que j'ai dormi plus longtemps. Déjà, premier apprentissage très intéressant. Et en plus de ça, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai pris un mouse tape. Donc c'est les trucs que tu mets sur la bouche pour pas respirer de la bouche pendant que tu dors. Je vous ai pas précisé, mais respirer par le nez, c'est beaucoup mieux que respirer par la bouche. Parce que y a énormément de bienfaits en fait. Hein. C'est sous-estimé, c'est d'ailleurs des choses qu'on ne connaît pas trop. Moi je l'ai appris il y a quelques mois ce truc-là. Hein. Je n'étais pas du tout au courant que respirer par le nez, en fait, il y a énormément de bienfaits. Et donc ça améliore beaucoup... ça améliore votre bien-être au quotidien en fait. Donc c'est ça que je fais en ce moment, évidemment du sport et en faisant attention à mon alimentation. Et le but c'est pas que ce soit punitif, donc c'est pas que ce soit vraiment du try hard, mais voilà, que ça puisse améliorer mon côté physiologique, mon corps au quotidien, et puis mon côté psychologique. Avant-dernier point, avant d'attaquer ma réflexion du moment, c'est donc update sur le livre que je lis en ce moment. Puisque je lis pas mal de livres, hein, à chaque fois j'essaye de lire un livre, j'ai pas de nombre maximum, minimum, mais j'essaye de m'instruire un max sur pas mal de choses. Et en ce moment je lis un livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Alors, je sais, le titre est très putaclic, parce que c'est comme le livre qui s'appelle Comment se faire des amis. En fait c'est des titres qui n'ont rien à voir avec le contenu. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est un livre vraiment un peu bullshit, réfléchissez, devenez riche. C'est en gros 10 meilleures techniques pour devenir riche. Non, c'est pas du tout ça. C'est un livre qui est centré sur, je dirais, en fait, tout ce dont je parlais un petit peu avant, là, la vision. Par exemple, c'est des exercices qui sont utilisés en coaching pour travailler votre état d'esprit. Et en fait, ce livre parle de ça. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais il parle de cette création de désir, il parle de la visualisation, de l'impact que ça peut avoir au quotidien. Bref, pas mal de choses comme ça. Et le livre est très orienté sur le monde entrepreneurial, évidemment, mais moi je trouve qu'il s'applique aussi au monde du freelancing, au freelance. Puisque quand on se lance en freelance, moi je trouve sincèrement qu'on sous-estime cette vie-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est juste, on se met à son compte, on trouve des clients et that's it. Là, il y a quelqu'un d'ailleurs dans mon accompagnement qui pensait que ça allait être simple de trouver des clients. Mais il ne faut pas oublier que être freelance, c'est être entrepreneur en fait. Même si c'est une micro-entreprise, vous êtes auto-entrepreneur, dans micro-entreprise, il y a entreprise, et dans auto-entrepreneur, il y a entrepreneur. Donc, il ne faut pas sous-estimer la marche, même si le freelancing, c'est la première marche de l'entrepreneuriat pour moi. Mais il ne faut pas sous-estimer ce truc-là. Donc, ce livre-là, moi, je vous le conseille si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est orienté quand même, comme je vous le dis, sujet mindset, coaching. Voilà, et si vous lisez ce livre, je vous demande d'enlever un peu vos a priori sur les sujets comme ça, parce que je sais qu'en France, on a énormément d'a priori, malheureusement. Mais je le trouve hyper intéressant et instructif. Il donne d'ailleurs des conseils aussi très opérationnels. Hein. Alors moi, c'est pas des sujets qui m'intéressaient, mais comment faire son CV. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Pourquoi je le lis, ce livre? Pour la simple et bonne raison que ça rappelle les bases pour avancer dans sa vie. Donc, création de la vision, bien s'entourer, il parle de l'environnement aussi. C'est un peu ma réflexion du moment, je vais vous la détailler juste après. Voilà, toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que m'apporte ce livre finalement? Ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de sortir de la tête de mon guidon, si vous voulez. De sortir aussi de ce mindset français où en fait on pense que c'est bullshit ces sujets-là, on s'en bat un peu les couilles d'ailleurs. Hein. Et ça me permet de prendre cette overview et de me rappeler, parce que je connais déjà ces sujets-là, de me rappeler qu'il y a ces exercices sont importants, prendre le temps pour soi également, et travailler en fait sur soi. Travailler sur soi, c'est avancer dans la vie. Hein. Souvent, encore une fois, si vous êtes freelance ou entrepreneur, votre micro-entreprise ou votre entreprise, c'est vous. Donc en fait, si vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre entreprise. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à capter. Et même encore aujourd'hui, des fois, c'est difficile parce qu'on est très dans l'opérationnel, dans la to-do list, machin, etc. Mais parfois, se laisser du temps, prendre le temps pour soi, soit avec des exercices coaching mindset ou même juste des fois rien faire, chiller, aller à la mer, faire du sport, etc. C'est prendre le temps de s'occuper de son entreprise en fait. Mais ça, on s'en rend pas compte parce que c'est des effets qu'on observe sur le long terme. Alors long terme, je dirais même plutôt aussi moyen terme. Mais c'est quelque chose qui est sous-estimé et que je vous recommande fortement de faire. Et donc ce livre parle de tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous redonne le nom. Réfléchissez et devenez riche. Allez, on va devenir riche ensemble les potes. C'est parti. Donc réflexion du moment. Ma réflexion du moment, c'est le pouvoir de l'environnement. Quand je dis environnement,
c'est l'environnement donc géographique, donc l'environnement naturel et l'environnement social. Je trouve que c'est quelque chose qui est encore une fois sous-estimé. Pour la simple et bonne raison que en France particulièrement, tout le monde va à Paris par exemple. Les entreprises vont à Paris, donc les salariés vont évidemment à Paris parce qu'en fait le taf il est là-bas. C'est dommage. Il est pas à Bordeaux, il est pas à Marseille. Enfin, il y en a quand même un petit peu, hein, mais il y a une énorme majorité à Paris, alors que c'est d'ailleurs la ville la plus dense d'Europe, donc c'est totalement fucked up ce truc, mais bref. Et Paris, pour moi, c'est pas un environnement donc naturel qui est propice à un bon développement personnel. Et comme je vous l'ai dit, le développement personnel, c'est hyper important pour pouvoir améliorer sa vie au quotidien, hein, dans toutes les sphères de notre vie, et aussi si vous êtes freelance, de pouvoir scaler votre activité et je ne sais quoi. Donc il y a un impact professionnel. Tout ce que je vous dis, c'est très orienté professionnel, mais l'impact, il est aussi personnel. Donc moi, par exemple, la différence que je vois et qui est énorme, en fait, surtout aujourd'hui, parce que depuis que j'ai quitté Paris, bizarrement, en fait, j'arrive à, je sais pas pourquoi, mais j'arrive à mieux capter les signaux que je peux avoir et l'impact qu'a l'environnement naturel sur moi. Donc ça, c'est la première chose. Paris, je sais que ça me prend beaucoup d'énergie, ça en donne pas beaucoup. Moi, je le vois aussi sur ma qualité de sommeil. J'ai du mal à m'endormir à Paris. Quand je me réveille, je me sens fatigué. Par moments, ça m'arrive de me réveiller la nuit. Là où, quand je suis au bord de la mer ou au contact de la nature, donc à Bali ou dans le sud-ouest de la France ou même au Portugal, je dors mais super bien, quoi. Je pense que je m'endors en 10 minutes. J'ai une qualité de sommeil de fou et je me réveille, je suis bien, quoi. Je suis en mode let's go, on commence la journée. Là où à Paris, je subis, quoi. J'ouvre ma fenêtre, il y a de la pollution, il y a des voitures qui passent. En plus, quand je passe à Paris, je vais dormir un peu chez ma mère. Elle donne sur une rue qui est assez passante. C'est un enfer. Il y a le camion poubelle avec les bouteilles là. Il y a du bruit dès le matin. Il y a des klaxons, etc. Bref, je déteste ça. Et je vous parlais de Fuerteventura par exemple, le calme et la sérénité, ça me change tout. Donc il y a des endroits comme ça qui vous donnent de l'énergie et d'autres qui vous en prennent, et ça je trouve que c'est important de prendre en compte parce que ça a un impact sur votre bien-être, sur votre état d'esprit et sur plein d'autres choses. C'est pas pour rien quand même qu'il y a une sorte de vibe un peu globale où à Paris on a envie de quitter un peu la ville. Alors c'est pas tout le monde, mais je pense que c'est quand même une majorité. Il y a quand même une qualité de vie à Paris qui est pas, on va pas se mentir, qui est dégueulasse, quoi. En vrai, comment on peut s'épanouir dans une ville comme ça qui est super dense, polluée, stressante, rude, agressive. Ouais, c'est les mots qui me viennent en tête quand je pense à Paris. C'est rapide, c'est la fast life, quoi. Et en plus de ça, en hiver, mais les gars, c'est horrible, quoi. Il fait pas froid, il fait pas chaud, mais il fait gris, il pleut. Les gens, ils font la gueule, ils te regardent pas dans les yeux, ils sourient à peine. Là, à Bali, les gars, c'est incroyable. Les gars, ils sourient, t'es pote avec les gens en 2 minutes. Enfin, c'est good vibes, quoi. Ça change absolument tout. Et en fait, je trouve que l'environnement naturel a donc un impact sur votre niveau d'énergie. Alors, je sais pas si vous le savez, mais en fait, il y a une sorte d'échelle d'énergie. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Et donc, l'échelle d'énergie, en bas, vous êtes dans la peur, l'abattement, la tristesse, etc. Et en haut, tout en haut, vous êtes dans l'amour, l'optimisme, la reconnaissance, etc. Et donc, je trouve que l'environnement, donc par exemple ici à Bali, on est dans le kiff quasiment constant, hein. Je veux dire, on est au bord de la mer, il y a les palmiers, il fait beau, il y a du soleil qui donne de l'énergie et de la vitamine D. Les gens sont souriants et donc d'un coup, ça fait monter votre énergie. Vous êtes dans l'optimisme, vous êtes dans la kiffance, quoi. Là où à Paris, qu'on le veuille ou non, en fait, on est plus bas en termes d'énergie. Donc ça a un impact sur vous directement. Donc ça, c'était un peu ma réflexion sur l'environnement naturel. Voilà, je trouve qu'il y a un énorme impact là-dedans. Ensuite, il y a aussi l'environnement social. Comme je vous le disais, pour moi, c'est un peu les deux choses. Quand je dis environnement social, c'est les gens qui vous entourent. Je pense que vous connaissez cette phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et cette règle-là, c'est pas du bullshit, puisque moi, je remarque l'effet assez rapidement quand je suis entouré de personnes en qui je veux ressembler. Donc, tu vois, des personnes qui sont entrepreneurs, qui font déjà un bon chiffre d'affaires, ou même, je vous parlais de Élise, donc la fille avec qui j'étais en co-living à Fuerteventura. Elle est aussi entrepreneuse et elle est un peu dans un monde spirituel et développement personnel. Et ça m'inspire énormément parce que je m'inspire de ces gens-là et être en contact de personnes comme ça, c'est hyper... ça me nourrit en fait. On a à peu près les mêmes problématiques, on a à peu près les mêmes sujets, on a à peu près les mêmes envies, les mêmes réflexions aussi sur la vie. Parce que là, je vous parle de l'environnement donc social et environnemental. Et donc en fait, lié à tout ça, il y a toujours une réflexion qui se fait au niveau de la société actuelle. Parce qu'en fait, si on prend un peu un pas de recul, on remet constamment, en tout cas l'entrepreneur nomade, le freelance nomade, etc. Je trouve que c'est une remise, comme je le disais tout à l'heure, c'est une remise en question du système actuel. Dans le sens où on n'accepte pas une vie métro boulot dodo, une vie plutôt sédentaire où on va rester casier dans un appartement de 25-30 mètres carrés à Paris pour 1 000 euros par mois. Enfin, je trouve que c'est cette remise en question-là qui chapeaute un peu ces sujets-là, qui chapeautent le tout. Et donc être entouré de personnes comme ça, moi ça me nourrit énormément. Je trouve que ça a un impact positif sur moi parce que je remarque la différence quand je suis pas dans un environnement plaisant dans lequel je m'épanouis ou dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Qui plus est avec des personnes sans jugement de valeur d'ailleurs, hein, mais s'il y a des personnes qui ne sont pas trop dans mon milieu, freelance nomade ou entrepreneur nomade, et qui plus est dans mes sujets, donc dans le sujet formation, etc. En fait rapidement, il peut y avoir des jugements, il peut y avoir, donc c'est le regard des autres aussi qui peut m'affecter. Il y a une sorte de
de discours en fait qui passe pas, une sorte de connexion qui passe pas trop. Et donc il y a une sorte de distance qui vient s'installer. Et ça, je trouve que c'est assez problématique parce que derrière il y a une sorte d'isolement qui commence à se créer. Donc moi, si j'étais resté à Paris et que je serais pas allé au contact de personnes en qui je veux ressembler ou des personnes qui me ressemblent, et puis comme on dit, qui se ressemble s'assemble, hein, je pense que je serais un peu dans cette espèce d'isolement. Donc ça aurait été compliqué pour moi, je pense, de pouvoir améliorer mon entreprise, de pouvoir me scaler moi-même en fait, hein, m'améliorer moi-même, parce que donc faire grandir une entreprise, c'est aussi se faire grandir. Donc tout ça a un impact énormément. Donc pour conclure sur cette réflexion, qu'est-ce qu'il faut en tirer par rapport au freelancing et est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur votre réussite en tant que freelance? Clairement oui. Alors l'idée c'est pas de vous dire devenez freelance nomade, allez-y, partez, mais si vous souhaitez quitter le CDI, quitter le salariat et vous lancer en freelance, le premier step à avoir, c'est de vous entourer de freelance. C'est au moins d'aller vers eux, au moins de leur poser des questions, d'aller sur des salons, dans des coworking. Il y a des événements aussi, style after work, etc. avec des freelances. Il y a aussi pas mal d'événements, voilà, des sortes de, je sais pas comment on appelle ça, des meet-up. Donc allez-y quoi. Allez-y, puis contactez-les sur Instagram, contactez-les sur Malte. Malte, c'est une plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises. Mais en tout cas, si c'est votre souhait de vous lancer à votre compte et de quitter le salariat, en fait, si vous êtes entouré de salariés et entouré de vos potes de base, malheureusement, en fait, c'est, disons, la case numéro 1, la case numéro A, on va l'appeler comme ça, et vous voulez sur la case B, donc case numéro 2. Le truc, c'est que si vous partez de A, donc de votre situation initiale, et que vous souhaitez donc quitter le salariat pour vous lancer à votre compte, en fait, vous opérez une sorte de changement d'identité. Donc vous allez vers B, mais vous n'êtes pas tout de suite vers B, parce que c'est un chemin, en fait, qui s'entreprend et comme son nom l'indique, un chemin, on prend ses deux pattes et puis on avance tranquillement, quoi. Mais du coup, il y a quand même une sorte de latence qui s'installe. On ne peut pas devenir freelance comme ça du jour au lendemain ou entrepreneur comme ça du jour au lendemain. Et en fait, ce qui retient très souvent, et moi je le remarque avec pas mal de personnes avec qui je discute, je trouve que ce qui retient pas mal les gens, c'est parce qu'on reste dans notre environnement de base. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a un changement d'identité qui s'opère, il y a un changement de paradigme, et ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête, en fait. Parce qu'on le sous-estime carrément. Donc ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout changer, de changer son environnement social et environnemental du tout au tout, mais il y a quand même quelque chose qui doit s'opérer. Voilà. Si vous voulez devenir freelance ou entrepreneur, allez rencontrer des gens comme ça. Pourquoi pas passer quelques semaines à Bali parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, ou je ne sais où, à Lisbonne aussi, c'est intéressant. À Barcelone, il y a aussi pas mal de freelance entrepreneurs. Et puis après, sinon, Paris, c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup d'événements. Mais en tout cas, il faut pouvoir vous donner la possibilité de rencontrer ces gens-là et d'entrer dans ces sphères-là. Et donc, entre guillemets, de passer plus de temps avec ces gens-là, donc de quitter un petit peu votre sphère de base, donc vos amis, votre groupe d'amis de base. Ça ne veut pas dire que vous allez couper les ponts. Voilà, il y a quelque chose qui va changer. Et je vous le dis en connaissance de cause parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et c'est ce qui s'accentue aussi pour moi aujourd'hui parce que je commence à être ce qu'on appelle infopreneur. Et donc, c'est pas le même style de personne que je fréquente aujourd'hui et je ne suis pas, je pense, la même personne qu'il y a 2-3 ans. Et puis au-delà de l'environnement social, comme je vous le disais, il y a l'environnement naturel. Donc ça, c'est quelque chose qui, je trouve, aide énormément parce que si j'étais resté à Paris, c'est quelque chose qui instinctivement me rappelle mon moi d'avant parce que j'y ai passé 25 ans de ma vie, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Et c'est comme si je sentais le besoin d'aller ailleurs pour pouvoir grandir et pour pouvoir m'épanouir. Donc voilà les potes, en conclusion de cet épisode, voilà, je suis très content de pouvoir relancer ce podcast. J'ai un peu procrastiné là pendant une semaine et je me dis allez, il faut que je le fasse. J'ai trouvé un peu des excuses là, il y a des travaux à côté, etc. Mais c'est pas grave, je pense que le micro il isole bien. Bref, tout ça pour dire que je suis très content de reprendre ces épisodes. Il y aura plus ces petits mots de gorge, donc je m'excuse si je racle souvent ma gorge ou si je tousse un petit peu. Ça fait partie des aléas du direct. Prenez soin de vous, du coup, s'il vous plaît. Moi, je suis tombé malade à Paris, je crois. Voilà, ça accentue le fait que Paris, c'est pas ouf. Si vous souhaitez suivre le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un avis, un commentaire. Ça me ferait grandement plaisir parce que ça va m'aider pour mon référencement. Vous pouvez aussi retrouver donc cet épisode sur YouTube si vous souhaitez voir ma petite tête. Regardez ça en mangeant, par exemple, faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi retrouver quelques éléments de ce podcast sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui il est filmé, donc il y a des éléments qui vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Sinon, sur Instagram et TikTok, je fais aussi des petites vidéos sur mon style de vie en ce moment en tant que freelance nomade. Donc si vous voulez voir un peu comment ça se passe, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage aussi des conseils pour se lancer en freelance. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs pour vous lancer en freelance, n'hésitez pas à me contacter. On se réserve un appel ensemble et on discute ensemble de comment on peut procéder. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu et j'espère qu'il va aussi vous aider dans votre réflexion, peut-être dans votre transition. Voilà, moi j'essaye de donner un maximum de valeur liée à mon expérience personnelle et puis aussi avec les discussions que je peux avoir autour de moi. Donc j'espère que ça peut bien vous aider et on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Ciao!